Je vous souhaite encore une fois à tous et à toutes la bienvenue pour ce webinaire. Dont le thème aujourd'hui, c'est bien évidemment une présentation point macroéconomique 2022, les perspectives 2023. Sera présenté par Henri Chabadel, qui est responsable directeur des investissements France, Belgique et Luxembourg de BlackRock. Bonjour et bienvenue Henri. Euh, Bonjour Christian, bonjour à Voilà, tous. voilà, bonjour Henri. Alors juste avant de commencer un petit peu et de faire le point macro 2022, est-ce que vous pouvez présenter comme ça en deux mots BlackRock tout simplement? Voilà. Très simplement, BlackRock, c'est une société de gestion d'actifs. C'est la plus grande société de gestion d'actifs au monde. C'est une société de gestion d'actifs américaine relativement jeune. Elle a été créée il y a une trentaine d'années. Mhm. Et d'ailleurs, ce sont toujours ses fondateurs qui la dirigent aujourd'hui, Larry Fink, Rob Capito. Et la plupart des personnes qui étaient là au début de l'histoire, quand ça a commencé un petit peu comme souvent aux États-Unis, alors c'était pas dans un garage, c'était dans une cuisine. Cette société de gestion aujourd'hui gère plus de 8500 milliards de dollars. Euh, en France, uniquement en France, c'est près de 200 milliards de dollars investis dans l'économie française, alors même qu'on gère de l'ordre de 40 milliards pour des clients français. Donc, on a un rapport quasiment de 1 pour 4, 1 pour 5 entre ce qu'on gère pour des clients français et ce qu'on investit en pratique dans l'économie française. C'est une société de gestion mondiale. On est présent dans tous les pays, Tous ou les pays, ouais. pratiquement tous les pays. C'est plus de 18 000 salariés dans le monde. Donc, vous voyez, c'est très significatif. C'est 200 Oui. personnes en France. Donc, c'est gros, hein, c'est gros en termes de présence locale. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui d'être là pour parler à la fois de la société de gestion, mais aussi de ses savoir-faire, en particulier en termes de gestion, sachant que les savoir-faire de BlackRock vont au-delà de la gestion. Vous avez peut-être entendu parler du produit Aladdin. Aladdin, c'est l'outil de gestion qu'on utilise au quotidien, qui a d'abord été développé pour les besoins propres de BlackRock, mais qui est considéré aujourd'hui comme un standard de marché parce que c'est un outil qui permet de savoir très rapidement ce qu'on a dans les portefeuilles, quels sont les risques présents, quels sont les impacts de tel ou tel événement de marché sur un portefeuille donné. Et c'est un outil qui est finalement tellement efficace que d'autres sociétés de gestion ont choisi de l'utiliser. Et donc BlackRock non seulement gère des actifs, mais aussi propose l'outil Aladdin à d'autres acteurs qui peuvent être des sociétés de gestion, des grands clients institutionnels et parfois même au-delà, ça peut être des banquiers centraux dans certains cas particuliers. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut déjà commencer par un petit point macro de 2022? Comment s'est passée l'année 2022? Bien sûr, on va dévier un tout petit peu après sur les perspectives 2023, mais déjà, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de 2022 avec tout ce qui s'est passé, bien évidemment? Oui, 2022 a été une année exceptionnelle. C'est d'ailleurs une année qui va sans doute rentrer dans les livres d'histoire économique, pour pas dire des livres d'histoire tout court. Pourquoi est-ce qu'elle a été exceptionnelle? Du point de vue financier, du point de vue économique, tout simplement, si on regarde les performances des marchés d'actions et des marchés obligataires en 2022, on a deux grands marchés Mhm. qui traditionnellement sont plutôt décorrélés, c'est-à-dire que quand l'un va bien, l'autre marche moins bien et vice-versa. Eh Oui. bien, en 2022, ces deux marchés ont délivré des performances négatives en même temps. Et ces Mhm. performances ont été très significativement négatives. Elles ont été aux alentours de moins 10, moins 15%. Et ça, Mhm. si on regarde sur les 50 dernières années, c'était arrivé seulement 3 ou 4 fois. D'accord? Mhm. Et jamais dans une telle ampleur. Donc on a eu vraiment une expérience particulière en 2022 parce qu'on a eu les deux grands actifs qui composent tous les portefeuilles de tous les investisseurs dans le monde qui ont Mhm. baissé en même temps et dans des proportions très significatives au-delà de ce Mhm. qu'on avait eu l'habitude de voir par le passé. Mhm. La raison à cela est très simple, hein, c'est qu'en 2022, l'inflation est sortie du tube. Mhm. Pour reprendre une expression assez usitée sur les marchés financiers, l'inflation, elle était déjà là. On en sentait les germes dès l'année 2021. Et d'ailleurs, il y a tout un débat pour savoir si les banquiers centraux ont été ou non trop complaisants en 2021, en pensant que cette inflation en 2021 était de nature transitoire, Temporaire, ouais, c'est ça. ouais, essentiellement liée au redémarrage des économies, et donc ont Mhm. peut-être été trop peu réactifs en termes de politique monétaire.
En 2022, à la décharge des banquiers centraux, il s'est quand même produit un événement exceptionnel. C'est l'invasion de l'Ukraine Oui, par la Russie. guerre en Ukraine. Oui. Et au-delà de cet acte finalement géopolitique, il y a les conséquences que ça a pu avoir sur l'économie et les marchés financiers. Et ces conséquences, on en mesure aujourd'hui en grande partie l'impact, à savoir que les pays développés, dans leur immense majorité, ont choisi d'appliquer des sanctions financières très dures et finalement très lourdes vis-à-vis de la Russie. Mm. Comme ils ont l'habitude de le faire en général quand ils ont affaire à un pays qui ne respecte pas les règles. Le problème, c'est que la Russie, c'est le principal exportateur mondial de matières Mm. premières sur Mm. l'ensemble du spectre Mm. énergétique, industriel, et que les matières premières énergétiques industrielles, c'est un peu le carburant, pour prendre une expression facile, de nos économies. Mm. Et donc en faisant cela, d'une certaine manière, on a alimenté cette inflation qui était en train de redémarrer, hein, qui était essentiellement liée à des problématiques conjoncturelles de redémarrage économique post-Covid. Et d'une certaine manière, on a peut-être transformé cette inflation conjoncturelle en inflation structurelle. Et cette inflation structurelle, évidemment, les banquiers centraux ne pouvaient pas laisser faire, donc ils ont réagi très vigoureusement. Et en réagissant très vigoureusement, on l'a vu en 2022, les banquiers centraux ont fait monter les taux directeurs très vite, très haut. Et ça a eu un impact sur la plupart des classes d'actifs. Évidemment, les classes d'actifs obligataires hein, qui ont baissé en Mhm. conséquence de à la fois de la hausse de l'inflation et de la hausse des taux directeurs par les banquiers centraux, mais aussi sur les marchés d'actions, puisque les marchés d'actions réagissent naturellement à l'évolution, à la hausse des taux et surtout aux conséquences à venir de ces hausses de taux, puisque des hausses de taux, ça veut dire finalement moins d'huile dans la machine économique. Mhm. Et donc une machine économique qui tourne moins vite, moins de croissance. Et moins de croissance, forcément, ça veut dire moins de croissance des bénéfices aussi pour les entreprises quelle que soit leur zone d'activité. D'accord. Alors, en fait, en 2022, juste pour terminer sur 2022, c'était très compliqué enfin, n'importe quelle classe d'actifs ou pour diversifier, c'était un petit peu compliqué puisque tous les marchés ont été plus ou moins perturbés, c'est ça? Exactement. Si on devait prendre une analogie, en fait, il n'y avait pas d'endroit où se cacher. Vous voyez, c'était Ouais. un peu comme une grosse. Vous êtes en mer, il y a une grosse tempête, et malheureusement, il Mhm. n'y a pas de port à proximité, il n'y a pas de moyen, en dehors peut-être du cash. Le cash a été peut-être le seul actif qui a été vraiment efficace en Mhm. 2022, alors que c'était l'actif qui était le moins intéressant Ouais. jusqu'à la fin de l'année 2021, puisque c'était un actif qui rapportait évidemment zéro dans un contexte où il y avait quand même un petit peu d'inflation. Mhm. Et derrière, vous avez eu un petit peu quand même le dollar qui a pu permettre de diversifier les portefeuilles Oui. internationaux et d'amortir une partie des baisses des marchés d'actions. Mais en pratique, ça n'a pas permis de faire des gains très significatifs puisque quand vous regardez les performances des marchés d'actions américains, ils ont plus baissé que les marchés européens dans la Mhm. devise, c'est-à-dire dans la devise dollar. Une fois qu'on tient compte des effets de change, les performances des marchés d'actions sont à peu près en ligne. Donc en gros, les effets de devise ont compensé en partie les différentiels de performance des marchés d'actions l'année dernière. Oui, ça c'est souvent, c'est vrai, les investisseurs, ils oublient de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'ils regardent juste la performance brute, comme ça, en pourcentage, mais c'est vrai que quand on la convertit en euros, du coup, bah, comme vous dites, les baisses sont à peu près significativement, sensiblement les mêmes. Tout à fait. Tout à fait, c'était le cas l'année dernière. Il y a eu D'accord. une exception quand même à cela, c'est le marché Oui. anglais. Le marché anglais, parce que c'est un. Alors ça, cette fois, c'est plutôt lié à des composantes sectorielles. Le marché anglais est par nature très exposé au secteur des matières premières. Et il y a eu l'année dernière, évidemment, une très forte différence de performance entre les secteurs d'activité et le secteur des matières premières au sens large, hein, les matières premières énergétiques, matières premières industrielles, ont évidemment tiré leur épingle du jeu Mhm. dans un environnement où les prix de ces matières premières étaient significativement impactés à la hausse. D'accord. Bon, alors maintenant, on arrive à 2023. Quelle perspective pour 2023 avec tout ce qu'on vient de connaître actuellement? Donc, c'est vrai, il y a la faillite de certaines banques américaines. Alors, c'est vrai qu'il y a Fatih qui demandait est-ce qu'il n'y aura pas un effet domino. On nous parle déjà d'un impact sur au moins l'économie chinoise. On pourra parler aussi de l'aide de la Fed. Est-ce que, voilà, comment ça pourrait se passer? Qu'est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que,
comment peut-on prévoir, enfin, dis-moi, ces perspectives pour 2023? Qu'attendez-vous, du moins chez BlackRock? Alors, déjà, il faut savoir que BlackRock réalise un travail prospectif Mhm. tous les trimestres pour D'accord. essayer de réévaluer les perspectives qu'on peut avoir sur l'ensemble des classes d'actifs et sur l'économie en général, les marchés financiers, d'un trimestre sur l'autre pour l'année qui vient. Et ça va bien au-delà puisqu'on a des clients qui ont des horizons qui sont des horizons de 20 ans ou 30 ans, en Ah oui. particulier lorsqu'on parle à des fonds de pension, lorsqu'on parle Ouais. à des grands institutionnels. Donc on fait ce travail d'actualisation de nos perspectives tous les 3 mois. Et déjà en décembre dernier, on avait une vision qui consistait à dire attention, le premier semestre 2023 devrait rester quand même assez compliqué, Mhm. assez volatile. Donc il est sans doute trop tôt en ce début d'année pour revenir de manière agressive sur des cas d'actifs risqués, par exemple comme les marchés d'actions. Tout Mhm. simplement parce que, je l'évoquais tout à l'heure, l'inflation est sortie du tube. L'inflation a surpris les banquiers centraux et les banquiers centraux désormais doivent ajuster leur politique monétaire pour essayer de ramener l'inflation au plus près possible des cibles d'inflation et ils nous ont constamment réaffirmé le niveau de cette cible, à savoir autour de 2%. Et Deux aujourd'hui, pour on en cent. est très loin. Oui. Et donc, quand vous êtes à 6% d'inflation et que vous avez une cible à 2%, vous avez beaucoup de chemin à faire, sachant que Oui. l'inflation, elle monte plus vite qu'elle ne redescend en général. Il y a des effets retardés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'être sûr que l'inflation est vraiment sur une trajectoire qui va la ramener vers cette cible, il va s'écouler du temps. Et on a bien vu les marchés au début de l'année démarrer finalement le nouvel exercice calendaire avec une vision très positive, avec l'idée que le pivot des banquiers centraux allait arriver relativement vite. C'est ce qui a sans doute porté les marchés à la fois d'actions et les marchés obligataires au cours des 6 premières semaines. On a tous été globalement surpris par ce Oui. démarrage très puissant des marchés. De la Je vous bourse, oui. avoue que chez BlackRock, on a été particulièrement surpris parce que c'était évidemment pas notre scénario central. Nous, on pensait Oui. fondamentalement que le premier semestre serait compliqué, avec des hauts et des bas, un petit peu à l'image de ce qu'on a vécu au deuxième semestre de l'année dernière, tout simplement parce qu'on a besoin de temps pour trouver le bon niveau d'équilibre des taux directeurs des banquiers centraux, ce Mhm. niveau de taux qui va permettre de ramener l'inflation progressivement vers sa cible, sans pour autant faire caler complètement les économies. Et dans ce processus, on voit bien que les banquiers centraux sont un peu en train d'essayer de trouver ce juste niveau par une méthode de type essai-erreur. Donc on avait une vision qui était quand même assez prudente ou en tout cas retenue pour le premier semestre, Mhm. plus constructive pour le second semestre, tout simplement parce qu'on pensait que cette clarification sur le niveau terminal des taux directeurs des banquiers centraux, on l'aurait autour de la fin du deuxième trimestre. Donc, vous voyez, on est en mars aujourd'hui, Mhm. on se rapproche de cette cible. Et on n'est pas du tout surpris par ce qui vient de se passer, entre guillemets, l'épisode SVB aux États-Unis. Et au-delà de ça, toutes les surprises qu'on a pu avoir à partir de mi-février avec les chiffres d'inflation américains, qui ont plutôt déçu le marché et qui ont finalement reporté dans l'esprit des investisseurs à la fois à la hausse le niveau cible, le niveau maximum des taux directeurs de la Banque centrale américaine et à plus long terme, une éventuelle modification de politique monétaire. Donc quand on met tout ça bout à bout, globalement, effectivement, une approche qui est plutôt bien diversifiée, mais avec une préférence pour le crédit sur le premier semestre, qui est plus constructive sur les marchés d'actions à l'horizon du second semestre, dans la mesure où on pense que, ben voilà, une fois que les banquiers centraux seront suffisamment rassurés sur la trajectoire d'inflation, ben, ils pourront communiquer de manière un peu plus claire qu'ils ne le font aujourd'hui sur à la fois le niveau maximal de taux qu'ils cherchent à atteindre et surtout la trajectoire de taux qu'on aura par la suite. La conviction de BlackRock, c'est que malheureusement, on n'aura pas de baisse de taux monétaire une fois qu'on aura atteint le maximum. Mhm. Et contrairement peut-être à ce que peut penser le marché aujourd'hui, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on n'est pas surpris de voir le CAC, vous l'évoquiez tout à l'heure, en baisse aujourd'hui, on ne pense pas que les banquiers centraux vont s'arrêter de monter les taux suite à l'épisode SVB. Oui, Dans ce- parce que ouais. certains parient là-dessus. Je ne sais plus si c'est ING ou je ne sais plus quoi, j'ai trouvé voir ce matin. C'est Ils Goldman Sachs en pariaient. particulier. Goldman Sachs a communiqué, je pense, dès lundi, suite Voilà. aux annonces qu'on a eues lundi matin, à la fois de la Fed, du FDIC, de l'administration Biden aux États-Unis, sur le fait que ben, le nouveau contexte avec ces fissures qui Mhm. apparaissent dans le Ouais. système financier américain allait conduire la Fed à être plus prudente.
Mmh. dans sa trajectoire de taux d'intérêt. Alors oui, peut-être, hein, au lieu d'avoir 50 points de base, on pourrait n'avoir que 25 Oui, points de que base. 25, ouais. Voilà. Mais 0, ça nous paraît pas vraiment possible, notamment au vu du chiffre d'inflation qu'on a eu hier, hein, qui, même s'il est arrivé à peu près en ligne avec les attentes, il reste toujours très élevé, hein, de l'ordre de 6% aux États-Unis, Mmh. donc très très loin de la cible des 2%. Le job n'est pas terminé aux États-Unis en termes de maîtrise de l'inflation, et donc la Mmh. Fed ne peut pas s'arrêter de monter les taux. Et on voit bien qu'en montant les taux, elle met le système financier sous stress. Finalement, elle le met sous pression. Et c'est quand c'est finalement quand quelque chose est sous pression qu'on révèle ses faiblesses. Vous voyez, Mmh. si vous prenez un stylo et que vous cherchez à le plier, si celui-ci est fragile, il va casser. D'accord? Et Mmh. finalement, ce qu'on voit, ce qu'on est en train de commencer à voir aux États-Unis, ce sont des acteurs les moins bien gérés, mais peut-être aussi ceux qui recélaient un certain nombre de fragilités, qui vont craquer les uns après les autres, et on s'attend à ce qu'il y en ait d'autres. Et c'est Mmh. normal, entre guillemets, c'est toujours pareil. Chaque fois qu'on a un banquier central qui monte les taux, il révèle les faiblesses à la fois dans son secteur financier et au-delà Mmh. dans l'ensemble de son économie. Ouais. Et donc, on va voir des problèmes, des faillites bancaires, on va voir des problèmes et des faillites au niveau, on va dire, de l'économie plus traditionnelle. Et ce, tant que le banquier central n'aura pas fini le travail, c'est-à-dire tant qu'il n'aura pas atteint un niveau de taux suffisant pour Mmh. être certain de Mmh. pouvoir amener l'inflation vers sa cible. Mmh. Alors par contre, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, mais c'est dans ces dernières semaines, comme vous disiez tout à l'heure, les taux, bah, ils se sont maintenus à un niveau assez élevé, voire ils ont continué à monter. Les matières premières, bon, le pétrole avait remonté, là, il se calme un petit peu. Les marchés actions, ils ont également monté. Même les cryptos, enfin, se reprennent. C'est quand même un peu bizarre ce paradoxe que, bah, d'un côté, voilà, il y a tout qui a monté, alors que ça doit être un peu compliqué au niveau de la gestion justement d'actifs pour arriver à faire part de tous ces actifs qui, en fait, là, jusqu'à présent, ont eu quasiment le même mouvement. Et voilà, donc comment ça se passe pratiquement, comment vous faites? En fait, en pratique, on a une approche qui consiste d'abord à s'interroger sur les fondamentaux macroéconomiques. Et c'est Mhm, la raison pour laquelle BlackRock dispose en son sein d'une équipe qu'on appelle le BlackRock Investment Institute, qui est composée d'experts, de stratégistes, d'économistes, d'anciens banquiers centraux, qui réfléchit en permanence à ce qui se passe dans les économies, ce qui se passe sur les marchés, de manière à essayer d'avoir une compréhension sur ce qui va arriver au cours des 3, 6, 12 prochains mois et bien au-delà, de manière un peu plus stratégique. Et ça va être, entre guillemets, un petit peu le phare qui va nous guider dans la nuit. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous l'avez dit, hein, quand les marchés sont volatiles, c'est qu'il y a de l'incertitude. mhm, Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il n'y a pas assez de choses qui sont certaines. Et donc, quand il y a de l'incertitude, il faut avoir un cap. D'accord? Sinon, on ne sait pas où on va et on se laisse porter à la fois par les vagues, les courants, les vents et on dérive. D'accord? Donc, nous, la première chose, c'est d'avoir un cap. Et ce cap, c'est ce phare et ce phare, c'est cette vision stratégique. À partir de là, c'est beaucoup plus simple de construire un portefeuille. On va pouvoir mhm, construire un portefeuille en cohérence avec cette vision fondamentale. Et cette vision fondamentale, comme je le disais tout à l'heure, sur un horizon court comme celui de 2023, elle va être plutôt prudente sur un horizon fin de premier semestre, elle va plutôt être constructive sur un horizon fin d'année. Et une fois qu'on a fixé ce cap, ensuite on va pouvoir faire deux choses. D'abord, on va pouvoir construire un portefeuille. On va pouvoir construire un portefeuille avec des actifs qu'on considère être attractifs dans cet environnement particulier. Et on va pouvoir tenir compte également de la volatilité des marchés, mhm, parce qu'en période d'incertitude, l'incertitude, finalement, ça se traduit par de la volatilité. Les marchés cherchent à trouver le juste prix des actifs, le juste prix des marchés d'actions, le juste prix des marchés obligataires, le juste niveau des taux. Et finalement, la collectivité des investisseurs n'en sait trop rien. Donc, tantôt ils achètent, tantôt ils vendent, tantôt ils réagissent bien à des nouvelles, tantôt ils réagissent négativement à d'autres nouvelles. Et donc, finalement, on voit bien qu'il y a des opportunités tactiques qui sont offertes par le marché dans ce processus de recherche du juste prix. mhm. Et dans nos portefeuilles, effectivement, les portefeuilles qui sont activement gérés, on va tenir compte de ces mouvements de marché pour ajuster l'allocation du portefeuille en fonction de ce qu'on voit sur les marchés. Donc typiquement, quand on voit un début d'année comme celui qu'on a vu au cours des 6 premières semaines avec des marchés qui Mhm. s'emballent et qui, d'une certaine manière, n'achètent que des bonnes nouvelles et ne voient pas les mauvaises, C'est vrai. on va plutôt avoir tendance à dire, bah, écoutez, nous, dans ces conditions-là, comme on ne croit pas à ce scénario-là,
on va vendre ce qui monte et on va plutôt se renforcer sur ce qui baisse, de manière à attendre gentiment qu'il y ait une forme de retour à la raison de la part de la plupart des investisseurs, en étant convaincus que c'est plutôt notre scénario central qui va se réaliser. Donc ça, c'est D'accord. la dimension de gestion tactique. Mm. Et après, il y a la partie, on va dire, plus pragmatique de construction du portefeuille. Alors là, ça va dépendre des portefeuilles, mais on va avoir des portefeuilles qu'on va construire en investissant directement dans des actions, dans des obligations. Il y a d'autres portefeuilles Mhm. dans lesquels on va investir dans des ETF ou Mhm. dans des fonds, de Mhm. manière à délivrer finalement le produit qui correspond le mieux aux attentes de nos investisseurs. D'accord. Alors, j'ai juste deux petites questions. Une de la part de Lionel, justement, qui nous dit, est-ce avec cette forte augmentation, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque, justement, sur les fonds euros, entre autres, hein, sur les contrats d'assurance vie ou autres, avec tous le problème qu'on vient d'évoquer. Et qu'entendez-vous par des portefeuilles ou des fonds activement gérés? Tout à fait. Deux questions totalement différentes, hein. Oui, Donc, totalement différente, ça. déjà, il faut savoir que les je vais prendre la deuxième en premier puisqu'elle fait le lien direct Oui, avec ce que avec vous ce que je viens disiez. de développer, ouais. Oui. Des fonds activement gérés, ce sont des fonds qui, au-delà de leur construction plus stratégique, donc la construction Mhm. stratégique, c'est en gros, l'idée de construire un portefeuille qui correspond au profil de l'investisseur. Donc Donc on a déjà, il tous faut des bien connaître son profil à voilà, la base. on a tous des profils différents. Pourquoi? Parce que premièrement, on n'a pas tous la même sensibilité au risque. Il y a des gens qui ne peuvent pas bien dormir la nuit s'ils ont l'impression qu'ils risquent de perdre de l'argent sur les marchés. Je peux en citer, j'en ai autour de moi, ma femme, ma cousine, ce sont des gens comme ça en fait. On va dire qu'ils sont typiquement l'exemple du profil prudent. D'accord? Dès qu'ils D'accord. ont la perspective de la moindre perte, ça les inquiète et Ça les inquiète, ça voilà. y est, panique. Et ils risquent effectivement, ils risquent de paniquer, ils risquent finalement Ah, de c'est prendre des ça. mauvaises décisions le jour où cette volatilité va faire C'est- baisser la valeur de leur actif Voilà. et malheureusement, ça arrive trop souvent. Vous avez à l'autre opposé des gens qui ont plutôt un profil de risque dit plus dynamique et entre les deux, Mhm. des gens qui ont des profils de risque plus équilibrés. Donc la première étape, effectivement, stratégique, ça consiste à construire des portefeuilles qui correspondent à ces profils de risque. Sachant que ces profils de risque, ils sont également influencés par les horizons d'investissement. Si vous avez un horizon d'investissement de 1, 2 ou 3 ans, en général, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre beaucoup de risques parce que c'est trop Mhm. court. Vous êtes D'accord. trop sensible au court terme et vous n'avez pas la possibilité de pouvoir capitaliser sur le moyen long terme, sur finalement les primes de risque des actifs sous-jacents. A Mhm. contrario, quand vous avez des horizons longs, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand vous épargnez pour votre retraite, là, même si vous avez un profil de risque plutôt prudent, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques parce que votre horizon est tellement long que la volatilité des marchés va disparaître avec la durée. Donc ça, c'est Quel vraiment pourcentage, excusez-moi, juste quel pourcentage à peu près de risque justement dans un portefeuille long comme ça? Vous mettriez combien? 10, alors, 15, 20, eh ben, 30% de... Après, ça va dépendre de du profil de risque et de l'affinité pour le risque de l'investisseur. Mais typiquement, si je prends l'exemple du portefeuille prudent, la Mhm. définition, on va dire, standard du portefeuille Voilà. prudent sur le Oui, marché français, c'est de l'ordre de 30% d'actions. D'accord. d'accord. Mais si vous avez un horizon de 20 ans ou 30 ans, vous pouvez vous permettre d'aller jusqu'à 50%, 60% d'actions à condition de progressivement réduire ce niveau d'investissement dans les actions avec le temps qui passe. C'est-à-dire Bien sûr. si vous êtes à 20 ou 30 ans de l'objectif, vous pouvez avoir 50 ou 60% d'actions. Quand vous allez vous rapprocher de votre cible, Du terme. 15 Mhm. ans, 10 ans, 5 ans, si vous épargnez par exemple pour votre retraite, à ce moment-là, il va falloir réduire l'allocation allouée aux actifs risqués au Mhm. profit d'actifs moins risqués de manière à réduire le risque de votre portefeuille. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'étape stratégique. Et pour Mhm. répondre à la question, un portefeuille qui est activement géré, c'est un portefeuille qui va s'autoriser des déviations par rapport à cette allocation stratégique. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, mettons un portefeuille prudent avec 30% d'actions, c'est un portefeuille qui va s'autoriser, par exemple, à aller à certains moments jusqu'à 40% investi dans les actions et à d'autres moments à 20 ou à 10 en fonction de l'interprétation que le gérant peut avoir sur l'environnement macroéconomique et l'environnement financier. Et donc, quand il va être positif sur les marchés d'actions, il va se permettre d'être plus exposé, on appelle ça surpondéré. Quand il va être plus négatif, il va être sous-exposé, autrement dit sous-pondéré sur les actifs risqués.
Et surtout, il va pouvoir arbitrer entre les actifs, parce que des actifs risqués, il y en a plein. Vous pouvez être Oui. surpondéré sur les actions américaines et sous-pondéré sur les actions européennes. Vous pouvez être sous-pondéré sur les actions et surexposé sur le crédit, c'est-à-dire les obligations d'entreprise, qui sont Mhm. aussi un actif risqué, mais moins risqué que les actions. Et typiquement, c'est un peu notre approche en ce début d'année. On aime bien les actions, puisqu'on je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une vision qui est plutôt constructive à l'horizon de la fin d'année. Mais en ce début d'année, on était quand même plutôt réservé en se disant que, bah, il y allait y avoir de la volatilité et donc on allait voir des hauts et des bas. Donc l'idée, c'était Mhm. plutôt de gérer des oscillations autour d'un niveau d'équilibre à peu près neutre sur les actions, en achetant quand les marchés baissent et en vendant quand les marchés montent. Et en face de ça, d'être surpondéré sur des actifs plutôt crédits, c'est-à-dire obligations d'entreprise, de manière à finalement capitaliser sur la prime de risque crédit, qui est une prime de risque qui est beaucoup moins volatile que la prime de risque action et qui, elle, aujourd'hui, est très attractive objectivement. Ouais, ouais, bien sûr. Juste un petit point peut-être sur la gestion justement indicielle, parce que bon, c'est vrai que quand on va sur une action, etc., dans le stock picking, bien évidemment, c'est un peu plus risqué que si on est sur un indice. Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques mots sur cette fameuse gestion indicielle avant d'aller un petit peu plus loin? Oui, alors la gestion indicielle, je ne sais pas si tous nos auditeurs aujourd'hui sont bien au courant de ce qu'est une gestion indicielle, mais rapidement, hein, pour Mhm. synthétiser, l'idée d'une gestion indicielle, c'est de répliquer la composition d'un indice au quotidien. Vous avez énormément d'indices, le CAC 40, le DAX, le FTSE 600, le S&P 500, on connaît tous ces indices, ce sont des indices actions, vous avez la même chose du côté des indices obligataires. Un gérant actif, c'est un gérant qui va avoir la possibilité de s'écarter de ces indices pour essayer de délivrer de l'alpha. Un gérant indiciel, c'est un gérant qui va s'interdire de dévier de ces indices et son objectif, c'est vraiment de délivrer la performance La des indices, performance. voilà, qu'il cherche à répliquer. Et donc, le gérant indiciel va en général simplement acheter un panier de valeurs et Mhm. réplique l'indice de manière à ce que l'investisseur final, ben, quand le marché CAC 40 fait plus 2%, l'investisseur fait 2%, et quand le marché fait moins 2, l'investisseur final fait moins 2. Il n'y a pas d'alpha, c'est-à-dire il n'y a pas de sur- ou sous-performance associée normalement à une gestion indicielle. La qualité du gérant indiciel, c'est sa qualité à délivrer la performance la plus proche possible de celle de l'indice sous-jacent. Et la gestion indicielle, comme il n'y a pas d'alpha, comme il n'y a pas de gestion active, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle est traditionnellement très peu coûteuse. Mhm. Elle est offerte aux investisseurs à des coûts qui sont très attractifs. Vous avez quasiment un ratio de 1 à 5 ou de 1 à 10 entre les frais de Mhm. C'est gestion que ça. vous payez sur les gestions indicielles et les frais de gestion que vous payez sur des gestions actives. Et c'est normal, puisqu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de recherche sur les titres sous-jacents, il n'y a pas de gérant actif à rémunérer. Il y a beaucoup moins de reporting, hein, puisque la performance, elle s'explique toute seule, elle s'explique par la performance de l'indice. Mm. Donc tout ça mis bout à bout fait que la gestion indicielle est beaucoup plus abordable que la gestion active et c'est évidemment quelque chose qui est très intéressant pour l'investisseur final. Ouais. Alors justement, pour expliquer, enfin, pour préciser un tout petit peu, c'est vrai qu'en général, sur les ETF, puisqu'il y a pas mal de questions sur les ETF, c'est ça. Les frais, enfin du moins sur en France, hein, enfin sur Euronext, ils sont déduits tous les soirs du cours de clôture. Donc c'est vrai que ça passe en plus complètement inaperçu et comme vous disiez, c'est sensiblement moins élevé qu'une gestion classique. Mais il Mm. me semble que justement vous avez des fonds, non, c'est pas BIMIPS qui sont des fonds à gestion active, mais aussi composés d'ETF. Oui, en fait, je disais tout à l'heure, en fait, un portefeuille, on va pouvoir le construire de différentes manières. On peut détenir des titres en direct, on peut acheter des Ouais. fonds, on peut acheter des ETF. Tout dépend de finalement l'optimum qu'on cherche à atteindre en termes de performance, en termes de risque et en termes de frais de gestion. Mhm. Chez BlackRock, on est très très attentif aux frais de gestion. Donc, on Mhm. a développé effectivement une gamme de fonds qui est la gamme de fonds BIMIPS. Et dans BIMIPS, en fait, c'est simplement un acronyme, hein. C'est B, c'est pour BlackRock, M, c'est pour Mhm. Managed Index Portfolio. Donc, ce sont des, Mhm. des fonds qui n'investissent Des que fonds de dans des fonds. ETF. Ouais, des fonds de fonds qui n'investissent que dans des ETF. Et D'accord. l'idée, c'est d'avoir des portefeuilles qui sont globaux, c'est-à-dire investis sur toutes les classes d'actifs, sur toutes les zones géographiques. Traditionnellement, ces portefeuilles-là, ils sont relativement chers, hein, parce que vous devez payer énormément de recherche, énormément de gérants. Mais Mhm. comme on va le faire en investissant que dans des ETF, on va réduire drastiquement les frais de gestion associés. D'accord. Et là, après, on a deux manières de faire. Soit on se contente d'acheter les ETF et on fait rien, et c'est, on va dire, Mhm. un des portefeuilles plutôt stratégiques. Mhm. Soit on rajoute une couche de gestion active, et ça fait écho à la question qui était posée tout à l'heure, c'est-à-dire une gestion
active, c'est une gestion dans laquelle on va s'autoriser à modifier la structure du portefeuille en fonction de nos anticipations de marché. Et dans les D'accord. portefeuilles BMIPS, effectivement, on va investir que dans 2 ETF. Donc, ça veut dire que la brique sous-jacente, elle est indicielle, mais le D'accord. gérant de tête, lui, il va s'autoriser à acheter un peu plus d'actions américaines ou un peu moins d'actions américaines, un peu plus de D'accord. À changer un crédit petit ou peu un ses peu moins allocations, d'actions etc. en fonction de ce qui se passe sur les marchés. D'accord. Exactement. Donc, justement, ce sera pour répondre un petit peu à Lionel qui avait une question sur le. Alors, je ne sais pas, je la pose comme ça, le modèle institutionnel, 60% actions, 40% obligations, a-t-il encore de l'avenir, que ce soit directement sur les actions obligations ou via des ETF, ne doit pas augmenter la part des actions ou replacer, par exemple, mettre des matières premières ou de l'or, des trucs comme ça? Oui, alors ça, c'est une très bonne question et d'ailleurs, c'est une question qu'on se pose, depuis longtemps, hein, chez BlackRock. On se la pose depuis Mhm. plus un an et demi maintenant. Parce qu'effectivement, depuis 40 ans, 50 ans, le modèle classique de construction de portefeuille, c'est ce qu'on appelle le modèle 60-40, 60% Ouais. d'actions, 40% obligataires, celui qui a été cité Mhm. par Lionel. Oui. Après, en fonction des profils de risque, ça peut être 30-70 ou 80-20, mais globalement, l'idée, c'est toujours la même, c'est un pivot action et le reste, c'est des obligations. Le problème de 2022, c'est que ça nous a montré que cette construction-là, elle ne marche plus quand l'inflation est sortie du tube. Ah. Et la conviction de BlackRock, c'est que cette inflation, elle est sortie du tube pour longtemps. C'est-à-dire que Mhm. même si on va progressivement revenir avec quelque chose qui va être un peu moins volatile, un peu plus prévisible, un peu moins incertain d'ici la fin de l'année, on ne va pas être en mesure de revenir vers des cibles de 2% d'inflation à court terme, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Mhm. Tout simplement parce qu'il y a des forces sous-jacentes aujourd'hui, que ce soit le vieillissement démographique, la transition vers le net zéro, les enjeux géopolitiques liés au fait que la Russie est sortie du jeu normal de coopération internationale, que la Chine potentiellement se positionne comme un vrai challenger Ouais. voilà, de l'hégémonie américaine. Donc il y a tout un tas de raisons aujourd'hui qui nous laissent penser que le niveau d'équilibre de l'inflation, il est plus en dessous de 2, mais il est au-dessus de 2. Mhm. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les banquiers centraux ont une cible à 2, alors qu'avant, ils avaient plutôt le pied sur l'accélérateur, hein, puisqu'il n'y avait pas assez Mhm. d'inflation. Donc, ils passaient leur temps Ben à oui, injecter des pendant des liquidités dans le années, système. Voilà, des mais années. c'est ce qu'on a Politique accommodante. Ouais. pendant 40 ans, en fait, c'était formidable parce qu'en tant qu'investisseur, on pouvait acheter aussi bien des actions que des obligations, on gagnait quasiment à tous les coups. Ah ouais. Dans un environnement dans lequel vous avez des inflations cibles qui sont au-dessus de la cible des banquiers centraux, c'est-à-dire à 3 au lieu de 2, ben, vous avez des banquiers centraux qui ne sont plus en soutien des marchés, mais qui sont plutôt une source de volatilité pour les marchés. Mm, mm, Et cette volatilité, on va l'observer aussi bien sur les actions que sur les obligations en même temps. mm, D'accord? C'est-à-dire un peu comme en 2022, on va perdre la diversification offerte mm. par les C'est obligations par ça. rapport aux actions. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de gérer le risque d'un portefeuille diversifié parce que l'assemblage action plus obligation, ça suffit plus. Et Mm, donc là, il y a plusieurs manières de faire, hein. La première, c'est évidemment, par exemple, d'introduire d'autres actifs. Alors, on ne va pas mhm. aller jusqu'au Bitcoin parce que le Bitcoin, Non, c'est quelque chose d'assez ésotérique pour nous, hein. En tout cas, chez BlackRock, on ne s'y aventure pas non, trop. c'est très, Euh, très mais, les volatile aussi. mais les matières premières, pour le coup, c'est un vrai bon exemple. Les matières premières Mm, retrouvent potentiellement de la valeur dans un environnement qui est naturellement plus inflationniste, et en particulier inflationniste parce qu'on a une problématique de choc d'offres. On a sorti du jeu la Russie en termes de fournisseurs de matières premières. mm, On va pas pouvoir le remplacer facilement. Donc, structurellement, on va avoir des prix de matières premières plus chers à gérer. Vous avez aussi un enjeu de transition climatique qui fait que certaines matières premières, notamment celles qui sont associées à la décarbonation de nos économies, vont manquer. On va potentiellement manquer de cuivre, on va potentiellement manquer de lithium. Toutes ces matières premières vont devenir plus chères. Et donc, évidemment, mhm, s'exposer aux matières premières, c'est aussi se protéger d'une certaine manière contre cette inflation à venir. Et puis, vous avez aussi l'idée selon laquelle vous pouvez essayer de gérer la volatilité de votre portefeuille en utilisant peut-être un peu plus le cash que ce qu'on faisait par le passé. On disait tout mhm. à l'heure que le cash était un actif sans valeur quasiment Ouais. depuis 40 ans, hein, puisqu'on gagnait à tous les coups sur les actions et sur les obligations. Dans un environnement qui est plus incertain, le cash retrouve de la valeur. Et d'ailleurs, le fait que les banquiers centraux remontent les taux directeurs redonne de la valeur au cash. On l'a tous vu, le Mm. livret A, le taux du livret A Oui, remonte, bien sûr. le taux du fonds en euros remonte, et c'est sans doute pas fini. Et Mm, donc, dans ces conditions-là, ça veut dire que le cash peut aussi être utilisé pour mieux gérer la volatilité des portefeuilles, en particulier quand vous avez des périodes pendant lesquelles les deux actifs, actions et obligations, baissent en même temps. Et c'est un peu ce qu'on fait dans les portefeuilles BIMIPS, pour reprendre l'exemple que vous citiez tout à l'heure, c'est que ces portefeuilles BIMIPS, ils n'ont pas de benchmark. D'accord? Ils ont mm. des niveaux maximum
d'investissement en actions. On sait qu'on ne peut pas aller au-delà de 30% dans un portefeuille, 45 dans l'autre, 70 dans le troisième, etc. Mais que si la volatilité des actions et des obligations monte trop, ben à ce moment-là, on n'est pas tenu par un benchmark. Et donc, dans ces conditions-là, on a le droit de sortir des actions, de sortir des obligations un petit peu en fonction de nos anticipations pour aller dans autre chose. Ça peut être les matières premières, on peut en faire dans des mix, ça peut être dans le cash. Alors, Henri, juste une seconde pour les auditeurs, pour qu'ils soient bien compréhensibles. Qu'entendez-vous par ils n'ont pas de benchmark? Ah, benchmark. Ah, ça, c'est très important. C'est le benchmark dans la finance, c'est quasiment une pierre angulaire, hein. Mhm. C'est-à-dire, c'est la référence en termes de construction de portefeuille. Donc, quand je Mhm. parle de benchmark, j'évoque ici un indice de référence. Un indice de D'accord. référence, c'est quoi? C'est la construction de portefeuille vers laquelle le gérant doit aller quand il n'a pas de vue. D'accord? Donc, si on a zéro vue sur les actions, zéro vue sur les obligations, ben, à ce moment-là, on se met au benchmark. Se mettre au benchmark, c'est-à-dire respecter exactement l'allocation de référence qui peut être 30-70, qui peut être 50-50, qui peut être 60-40, pour reprendre l'exemple de votre auditeur tout à l'heure, de Lionel, si je me souviens bien. Donc ça, Mhm. c'est le benchmark. Et le benchmark, il peut être très, très granulaire, hein. Le benchmark, il peut dire de manière très précise combien il va y avoir d'actions américaines, combien il va y avoir d'actions européennes et japonaises, combien il va Mhm. y avoir de crédits, combien il va y avoir d'obligations d'État. Quand vous avez une gestion benchmarkée, naturellement, les écarts, en termes de construction de portefeuille se font relativement au benchmark. C'est-à-dire que le gérant exprime ses vues par rapport à cet indice de référence. Quand Mhm. vous avez une gestion non benchmarkée, ce qui est le cas des BIMIP, c'est pour ça que je le citais en exemple, le Mhm. gérant va avoir des vues, mais il va les exprimer par rapport à une référence qui est plutôt, qui n'est pas une référence fixe, qui va être plutôt une référence de type profil de risque. C'est-à-dire, comme je l'évoquais, voilà, si on a l'idée que ce portefeuille doit respecter un certain budget de risque, à ce moment-là, on va ajuster et optimiser la construction du portefeuille dans cette enveloppe de risque. Mais c'est pas mais on ne sera pas tenu d'avoir des actions américaines parce qu'il y en a dans un benchmark, parce qu'en l'occurrence, il n'y en aura pas. Mhm. D'accord, ok. Merci, c'était juste pour préciser un tout petit peu parce que c'est vrai qu'on emploie dans notre jargon, en bourse, il y a beaucoup de mots anglo-saxons et donc du coup c'est un peu compliqué pour suivre pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment le vocabulaire. Alors juste pour répondre à Guillaume également, est-ce que on faisait tout à l'heure référence aux matières premières, est-ce qu'il y en a d'autres, hormis le lithium que vous venez de citer, qui pourraient éventuellement un jour, je sais pas, rentrer dans vos allocations par exemple? Alors aujourd'hui, on a déjà, hein, des expositions aux matières premières Mhm. dans différents portefeuilles gérés par BlackRock. On le fait soit de manière directe, soit de manière indirecte. De manière directe, c'est en investissant dans des produits. Alors en général, pas dans des matières premières physiques, hein. On détient Oui, pas bien sûr. des lingots d'or ou des barres de cuivre, hein, Ou l'or c'est en pas Afrique du l'objectif. Sud, Voilà. etc. Donc, l'idée, c'est plutôt d'investir alors là, on parlait tout à l'heure des ETF. Vous avez des ETF aujourd'hui qui vous permettent d'investir dans des matières premières, Oui, sans les détenir, physiquement. physiquement. Donc, par exemple, voilà, les portefeuilles BIMUS qu'on citait tout à l'heure peuvent détenir à un moment donné des ETF, investis, sur la matière première or ou des ETF investis sur un panier de matières premières, bien Ça peut être diversifié. l'agriculture, Voilà. ça peut être l'énergie, l'éolien, tout Ça va, ça. ça va surtout être l'énergie et les matières premières industrielles. D'accord? Ouais. Surtout être l'énergie et matières premières industrielles. Les matières premières agricoles sont des matières premières un peu particulières puisqu'elles sont très Mhm. sensibles aux risques climatiques, elles sont très sensibles Ouais. aux effets d'offres et de demande. Et en Mhm. pratique, chez BlackRock, on les utilise beaucoup moins que les matières premières industrielles et énergétiques qui en plus qui sont beaucoup plus soumises aux évolutions des fondamentaux et de la conjoncture économique. Et nous, c'est ce qui nous intéresse quand on construit des portefeuilles. Mhm. Puisque vous l'avez compris, on développe pas des vues pour savoir si la météo va être bonne ou pas bonne à horizon 12 Mhm. mois, et donc si la récolte de blé va être bonne ou pas bonne aux États-Unis ou en Europe. Ça, on n'a pas moyen de le prévoir. On peut Mhm. prévoir qu'avec le réchauffement climatique, il va y avoir potentiellement de plus en plus de tensions sur les matières premières agricoles, mais c'est un autre sujet. Mais en pratique, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt essayer de prévoir le cycle économique et la tendance macroéconomique, et donc de traduire ça par des positions sur des matières premières industrielles ou énergétiques. Et ça, c'est la manière directe de s'exposer, sachant que vous avez ensuite d'autres manières. La manière indirecte, c'est d'aller acheter des entreprises
qui sont Mhm. spécialisés d'un point de vue sectoriel sur ce Mhm. secteur d'activité. Donc, ce sont les entreprises minières, ce sont les entreprises Mhm. énergétiques. Et Extracteur. après, d'intégrer ou non des filtres ESG, environnement, sociaux, gouvernance, pour Mhm. essayer de mettre en place ces vues. C'est-à-dire que, par exemple, Oui, si vous voulez vous exposer à l'énergie, mais que vous êtes très fortement préoccupé par la problématique du réchauffement climatique et donc de l'empreinte CO2, ben, vous pouvez le faire en investissant, par exemple, dans des produits qui sont plutôt investis dans des acteurs des énergies renouvelables. Et sachant Mhm. que le secteur des énergies renouvelables bénéficie lui aussi de la hausse tendancielle des prix qu'on observe sur les prix de l'énergie. D'accord. Alors, il y a un thème qu'on n'a pas encore développé, c'est vrai, qui est toujours posé par Lionel, qui est très, très intéressé, qui a très bonne paire de questions. Est-ce qu'on peut retrouver, justement, revenir sur les small caps et du coup la value dans les nouveaux contextes avec des taux plus élevés ou de forte inflation? Est-ce que ce serait des choses à privilégier ou pas, la value, les small caps, plus voilà, en termes de, quand on est vraiment en forte inflation? Ouais. Alors, il faut faire attention parce que les concepts value, croissance, Oui. les concepts, ce sont des concepts qui sont caractéristiques de la manière dont on a géré et construit des portefeuilles, en gros, depuis le début des années 80 jusqu'à 2020. Et ça, c'est les 40 années dorées des Oui. investisseurs, puisque c'était des périodes de désinflation. C'est des Mm. périodes pendant lesquelles l'inflation n'a fait que baisser. Les banquiers centraux sont passés d'un problème de trop d'inflation à pas assez d'inflation et se sont mis à Mhm. arroser les marchés avec des liquidités. Mm. Et en pratique, on se rendait compte déjà sur la fin, le concept value versus croissance, il ne marchait pas aussi bien puisque on avait l'impression que tout était influencé directement par les décisions qui étaient prises par les banquiers centraux en termes de politique monétaire. Et ce qu'on est en train de décrire comme environnement financier économique pour la période à venir, c'est Mhm. en gros l'inverse de ce qu'on a vécu au cours des 5 ou 10 dernières années. C'est un peu C'est comme si on ça. passait à travers le miroir. Vous voyez, c'est un peu Alice au pays des merveilles qui rentre dans son trou de lapin et qui arrive dans un nouveau monde. Mais ce monde, en fait, c'est le miroir de l'ancien. Et Mm. donc, les concepts value croissance qui marchaient pas bien dans un environnement qui était très fortement influencé par des politiques monétaires, il risque de pas beaucoup mieux marcher dans un environnement Mhm. qui va être différent, mais lui aussi très fortement influencé par les décisions des banquiers centraux et les politiques monétaires qui seront menées. Donc attention, parce que historiquement, value croissance, effectivement, c'est une manière de simplifier l'univers d'investissement et peut-être de simplifier l'analyse, mais on se rend compte que ça fait longtemps que ça marche Mm. plus aussi bien en termes de filtre d'analyse et qu'on a du mal parfois à bien expliquer les performances, les différences de performance entre les deux. À titre d'exemple, depuis 12 mois, c'est-à-dire depuis que les banquiers centraux ont décidé de Oui. courir après l'inflation, de Ouais, c'est ça, durcir il la court politique après monétaire, l'inflation, c'est ça. on voit un secteur value qui globalement surperforme le secteur croissance. D'accord? Le secteur Oui. croissance qui avait très bien marché dans un environnement qui était plutôt orienté à la Dans baisse les sur quatre les taux. dernières années, oui, à peu Voilà, près. a beaucoup plus peiné l'année dernière. Ça s'est vu par exemple sur le différentiel de performance du Mm. Nasdaq par rapport à l'indice large Mm. des valeurs américaines, le S&P 500. L'analyse de BlackRock, c'est de dire que ça, c'est le reflet de la vision historique, de l'analyse historique, de l'approche historique des investisseurs, mais que ce n'est pas forcément juste du point de vue de ce qu'on trouve aujourd'hui dans ce secteur d'activité de la tech aux Mm. États-Unis et au regard des perspectives qu'on peut avoir. Je vous disais tout à l'heure, ce qu'on a devant nous, c'est un environnement dans lequel on va avoir plus d'inflation, moins de croissance. Mm. Dans un environnement où il y a plus d'inflation, moins de croissance, quels sont les acteurs qui vont structurellement être gagnants? Ce sont les acteurs qui ont des gisements de croissance, on va dire plutôt supérieurs à la moyenne. D'accord. Mm. Donc on peut déjà regarder les différents secteurs d'activité et regarder dans ces secteurs d'activité quels sont ceux qui ont, on va dire, plus de croissance endogène et qui sont moins sensibles à la croissance exogène, plus de croissance Mhm. par leurs propres moyens et moins de sensibilité à la croissance globale. D'accord. Et ce sont des environnements où il y a plus d'inflation et donc forcément les acteurs qui sont les mieux positionnés pour lutter contre l'inflation auront leur épingle du jeu à tirer. Si vous croisez ces deux informations, vous allez trouver un certain nombre de secteurs qui sont très bien positionnés dans ce nouvel environnement-là. Et ça fait partie des convictions, on va dire plutôt de long terme de BlackRock déjà depuis plusieurs années. Et le Mhm. secteur de la tech en fait partie. Parce que le secteur Mhm. de la tech, c'est un secteur qui est naturellement un moyen de lutter contre la pression inflationniste. Parce que la tech, par nature, c'est quelque chose qui vous offre d'énormes économies d'échelle.
Mhm. Et donc, on voit bien que plus il y a d'inflation, plus on a tendance à aller chercher le meilleur prix où qu'il soit, et donc plus on va avoir tendance à utiliser des outils technologiques plutôt que d'aller au coin de la Mhm. rue. On va avoir moins accès finalement à cette concurrence du village global. Et donc, on va essayer de bénéficier de ces effets d'économie d'échelle. Et en plus, le secteur de la tech, au-delà du fait qu'il a cet avantage naturel d'être un acteur qui permet de lutter contre la pression inflationniste, c'est aussi un secteur qui bénéficie naturellement d'une forme de croissance endogène, puisque avec le vieillissement démographique, le passage du temps, vous avez des Mhm. générations de gens qui étaient peu habitués à l'usage des outils technologiques, qui sont remplacés par des générations de personnes qui sont, au contraire, qui sont nées dans un environnement qui est un environnement technologique. Et donc, ils sont des utilisateurs naturels de ces outils, beaucoup plus Mhm. naturels que n'étaient les générations précédentes. Et donc, vous voyez bien que vous avez beaucoup plus de croissance endogène vis-à-vis de ce secteur que vous en aurez dans d'autres. Notre point de vue, c'est que même si aujourd'hui ce secteur de la tech est considéré comme un secteur de croissance, il faut pas l'analyser comme on le faisait traditionnellement par le passé, en se disant ben, un secteur de croissance, c'est un secteur qui est très fortement sensible au taux, donc qui est négativement sensible à l'inflation, et donc qui doit baisser quand l'inflation monte et le taux monte. Donc nous c'est pas du tout l'approche qu'on avait l'année dernière. On était plutôt, vous voyez, on parlait tout à l'heure de positionnement tactique, on était plutôt positif sur le secteur de la tech l'année dernière. Et on ne va pas parler que du secteur de la tech, hein, puisque et vous avez également le secteur de la santé. Lui aussi, c'est un secteur sur lequel vous avez une très forte potentiel de Sûr. croissance endogène, cette fois liée au vieillissement de la population qu'on évoquait tout à l'heure. Mhm. Vous avez D'accord. le secteur des matières premières, qui, compte tenu du contexte géopolitique, va bénéficier de ce vent dans le dos, si vous me passez cette expression. Et donc, vous voyez bien que la barrière croissance versus value, elle saute un peu dans ce nouvel environnement. D'accord. Alors, juste, il faudrait peut-être revenir un tout petit peu, enfin, peut-être comme ça, sur l'inflation, parce que même si les banquiers centraux ont un objectif qui sera très, très difficile à atteindre, comme vous le dites, c'est vrai, les deux, fameuses 2%, reste que c'est toujours de l'inflation. Donc, du coup, les prix, ils ne cessent de monter. Même s'ils vont peut-être moins vite, ils continuent de monter. Et donc, justement, dans les allocations, c'est ça, il faut peut-être, donc, c'est ça, aller plutôt vers les techs, des trucs comme ça qui sont plutôt, comme vous venez de le dire, anti-inflation, c'est ça? En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'analyser les actifs en fonction de leur sensibilité à un environnement qui est naturellement plus inflationniste. Oui. Sensibilité, ça veut dire la manière dont les actifs réagissent à des surprises qui sont positives ou négatives sur l'inflation. Mm. Sachant que nous, notre analyse, c'est qu'on va plutôt avoir des surprises à la hausse sur l'inflation par rapport à ce qu'attend aujourd'hui le marché. Mm. Et vous avez raison en termes de trajectoire. L'inflation, on la voit baisser progressivement, tendanciellement, hein, par simple effet de base, hein, on va pas faire plus 20 ou plus 30% sur les matières premières tous les ans. Ouais. On a eu une marge d'escalier, et puis à un moment donné, les choses vont se stabiliser. On a aujourd'hui le Mm. pétrole qui est entre 70 et 80. Il va pas, enfin, sauf événement exceptionnel, et auquel cas il faudra s'ajuster, il va pas passer, Mm. il va pas doubler l'année prochaine. Donc évidemment, l'inflation, elle va avoir tendance naturellement à baisser. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'elle va baisser, mais vers un niveau cible qui va être supérieur à celui que les banquiers centraux se sont fixés comme cible. C'est-à-dire aux États-Unis, 3% plutôt que 2. Mhm. Et en fait, ce qui va, selon nous, plus certainement se passer, c'est que à un moment ou un autre, les banquiers centraux vont changer leur cible. Ils vont Mm. arrêter de dire la cible c'est 2, ils vont dire la cible c'est 3. Ouais. Il Et à devrait ce monter. moment-là, et à ce moment-là, voilà, on va retrouver un nouvel équilibre. Mm. Et donc la Je sais. question qu'on doit se poser, c'est quels sont les actifs qui vont bénéficier d'un environnement dans lequel tout le monde va se satisfaire d'une inflation d'équilibre qui se fera autour de 3%. Mhm. D'accord? Et cette inflation-là, c'est déjà en soi un problème, hein, puisque on le vit tous aujourd'hui. Malheureusement, je parlais tout à l'heure de marche d'escalier, les prix ne Mhm. vont pas baisser. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils vont augmenter moins vite qu'ils vont baisser. Malheureusement, on a tous souffert en termes de pouvoir d'achat du fait de l'inflation l'année dernière et encore cette année. Et donc, un environnement dans lequel il y a eu de la hausse des prix, c'est un environnement dans lequel les agents économiques cherchent à optimiser leur panier de consommation et à rationaliser leurs investissements. Et donc ça, c'est forcément favorable aux acteurs qui proposent des discounts. Donc par exemple, on parlait tout à Mhm. l'heure des secteurs, le secteur de la consommation. Vous avez évidemment des intervenants dans le secteur de la consommation qui sont plus ou moins bien positionnés. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui vont faire leurs courses chez les discounters
Oui, que dans les grandes surfaces traditionnelles où les bien prix sont beaucoup moins compétitifs et sûr. sont moins ajustés. Et au niveau des marchés émergents, est-ce que l'inflation, est-ce qu'elle sera durablement plus élevée également? Comment ça se passe Ah, par ce que chez vous vous? avez évoqué tout à l'heure dans votre introduction était très intéressant parce qu'effectivement, un des points positifs, je ne veux pas paraître trop négatif en ce Non, début non, d'année non. 2023, un des gros points positifs de cette année 2023, c'est la réouverture de la Chine. Mm. Réouverture de la Chine qui est consécutive à l'abandon de la politique zéro Covid. Zéro Covid, ouais. Et cette politique zéro Covid, elle a duré quasiment 3 ans. Et pendant Mm. 3 ans, la Chine s'est d'une certaine manière un petit peu acharnée à essayer d'éliminer le Covid de son territoire. Et on sait bien, enfin en tout cas, on commence à savoir depuis un certain temps que c'est malheureusement pas possible. Mm. La Chine a tourné cette page à fin 2022, début 2023, et s'est désormais fixé une politique sanitaire qui ressemble à celle qu'on a mise en œuvre dans les pays développés avec 1 ou 2 ans d'avance. Mhm. Et donc les causes produisant les mêmes effets, on sait exactement, ou en tout cas assez précisément, ce qui va se passer en Chine. C'est-à-dire que la croissance de l'économie chinoise va accélérer en 2023 de manière très très significative. Le consensus aujourd'hui attend 5% de croissance. BlackRock est Mm. plutôt positionné autour des 6% de croissance Ah en oui. Chine en 2023, au-delà même de l'objectif des gouvernants chinois pour 2023. Et donc forcément, cette croissance chinoise qui repart, et c'est normal, hein, on avait éteint la Ben lumière, oui. on rallume la lumière, on réouvre Ah les oui, donc usines, du on coup, réouvre tout, donc tout redémarre. Et en plus, tous les gens qui ont été empêchés d'aller au restaurant, dans les boutiques, faire des courses, etc., ils n'ont qu'une envie, c'est de se rattraper. ben oui, bien évidemment. Donc, on va voir un pic de consommation, un pic d'investissement, un pic d'activité économique en Chine en 2023. Et ça a des conséquences positives en termes de croissance, parce que Mm. tous les pays qui sont sensibles à la croissance chinoise vont en profiter, et en particulier les pays émergents. Les pays émergents sont Mhm. assez largement arrivés Ouais, ouais. à l'économie chinoise de ce point de vue-là. Et en revanche, ça va avoir des effets qui vont être quand même peut-être un petit peu mitigés du point de vue de l'inflation. Ouais. Parce que la Chine, c'est à la fois un producteur, Mm. ça, c'est bien hein, que la Chine réouvre, ça veut dire qu'il y a moins de tension sur le prix des biens et des services qui sont produits en Chine et consommés ailleurs. Mais on disait tout à l'heure que cette tension, elle était plutôt en train de baisser et elle était en train de disparaître du paysage, donc c'était plus trop un problème pour nous, économie développée. Mhm. Et en revanche, une économie chinoise qui réaccélère, c'est une économie qui se remet aussi à consommer et à investir, donc à demander des matières premières, alors même qu'elle en demandait très peu l'année dernière. Et donc ça, c'est plutôt négatif du point de vue de l'inflation sur les prix des matières premières. Et ça vient ajouter à l'argument sur le fait de dire que quand on construit un portefeuille diversifié, quand on gère un portefeuille diversifié, aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, on a intérêt à s'intéresser aux matières premières. D'accord. Alors, juste, je vois que le temps passe très très vite. Ça fera une très très bonne transition, justement, ces histoires de portefeuille. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'explications sur, je crois, les quatre profils différents que vous avez dans les BIMIPS? Je crois qu'il y a le défensif, le prudent, le modéré et la croissance. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ces fonds, voilà, de leur structure? Oui, alors on a déjà largement évoqué les grandes lignes hein, de ces portefeuilles. Oui, Déjà, ce oui, sont des portefeuilles globaux. Ils sont oui. investis sur toutes les classes actives, toutes les zones géographiques. Et quand je dis classes actives, vous voyez, j'intègre même les matières premières, comme on a pu l'évoquer jusqu'à présent. Et ils le font en utilisant l'ensemble de la palette disponible des produits indiciels gérés par BlackRock. Ce sont des fonds qui n'investissent que dans des fonds indiciels, des D'accord. produits indiciels, dans une logique de réduction des coûts. Mm. Ce qui fait que ces produits, en termes de frais de gestion, sont bien positionnés hein, par rapport à leurs Oui. concurrents parce que ben, ce sont des produits globaux, investis sur toutes les classes d'actifs, mais à un coût très abordable. Et par rapport à des produits traditionnels, ils n'ont pas de benchmark, donc je reprends un terme Mhm. que j'ai Oui, employé précédemment, on a compris. Oui. donc ils n'ont pas d'indice de référence, C'est ça? ils sont plutôt gérés de manière à essayer de viser et de délivrer un certain niveau de risque par rapport D'accord. qui correspond au profit des investisseurs. Et c'est la raison pour laquelle vous avez ces quatre produits, hein, du profil prudent, modéré, dynamique, D'accord. euh, étant bien entendu que historiquement, ces profils-là, la plupart des sociétés de gestion les délivraient en fixant les poids alloués aux actions et aux obligations. Mais comme on Mhm. l'a vu en 2022, c'est peut-être plus la bonne manière de faire. Et donc nous, Mhm. on va évidemment regarder combien on met en actions, combien on met en obligations, mais on va surtout regarder combien
on considère à quel niveau va se situer le risque du portefeuille dans un environnement de marché donné. Et on a vu en 2022 que même avec peu d'actions et beaucoup d'obligations, vous pouviez avoir un portefeuille qui était très risqué, en fait, puisque Oui, oui, oui. on l'a dit tout à l'heure, les actions et les Oui, oui. obligations ont baissé dans les mêmes proportions. Et donc, on va regarder évidemment cette mesure de risque pour essayer de bien calibrer le niveau d'action, le niveau d'obligation qu'on doit avoir dans le portefeuille. Donc ça va nous permettre de les construire de manière stratégique. Et ensuite, on va rajouter les vues plus tactiques du gérant inspirées par l'analyse macroéconomique et financière de BlackRock pour essayer de tirer parti de la volatilité des marchés et des excès qu'on observe en termes de valorisation sur tel classes d'actifs par rapport à tel autre. D'accord. Donc, je répète, il y a défensif, prudent, modéré, croissance. Alors, comme chaque fois, je dis en formation, déjà, connaître son propre profil, son horizon d'investissement, et puis là, du coup, chercher donc les fonds ben, adaptés à votre profil et donc risque. J'ai une petite question de Guillaume concernant encore l'économie chinoise. Je ne sais pas si vous pouvez répondre comme ça directement. Au cas où il y aurait des tensions avec Taïwan, est-ce que ça pourrait pas, ben, un peu comme l'Ukraine avec la Russie, est-ce que ça pourrait pas justement faire un déséquilibre? Comment ça se traduirait dans les investissements? Alors, les tensions entre la Chine et Taïwan, c'est exactement comparable en termes de risque Hmm. que ce qu'on observait depuis 2014 entre la Russie et l'Ukraine. Et D'accord. le problème, c'est que ça peut arriver, c'est pas impossible, mais on ne Hmm. sait pas si ça va arriver et on ne sait pas quand ça va arriver. C'est ça. Donc, on a une énorme incertitude sur le niveau de probabilité de l'événement. En fait, c'est une binaire. En fait, soit ça arrive, Ouais, soit ça n'arrive pas. ouais. Et si ça arrive, on n'a absolument aucune idée sur le quand. D'accord? Donc, on ne peut pas vous dire c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois ou c'est dans 3 ans, 6 ans, 10 ans. Vous voyez, ça peut prendre des années et avant que ça se produise. Et ça va être finalement la conséquence d'un enchaînement un peu malheureux de décisions de dirigeants, de circonstances diverses et variées. Donc, aujourd'hui, le risque de conflit entre la Chine et Taïwan, c'est quelque chose qui fait Mhm. partie du contexte général d'investissement, exactement comme le risque entre la Russie et l'Ukraine faisait partie du contexte général d'investissement. Ce qu'on peut D'accord. dire de manière très concrète, c'est que les agents économiques, les gouvernants, etc., apprennent du passé, en particulier du passé récent. Oui. Et une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont soutenu aussi fortement et aussi significativement l'Ukraine dans son combat contre la Russie, c'est aussi pour envoyer un signal à la Chine, Bien sûr. en lui disant, voilà, attention, voilà ce qui est susceptible de se passer si vous, Chinois, vous mettez dans la situation de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Mhm. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire sanctions économiques, ça veut dire fermeture de l'accès au marché financier, ça veut dire potentielle confiscation des réserves en devises, etc., etc. Mhm. Donc, en fait, tout le spectre des sanctions qui ont été déployées vis-à-vis de la Russie, c'est une boîte à outils. Et le signal qu'a envoyé les États-Unis, c'est cette boîte à outils, on peut la sortir demain si vous attaquez Taïwan. Et d'ailleurs, les déplacements de congressmen et women l'été dernier américains à Taïwan étaient exactement réalisés avec cet objectif-là. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que si on opère dans un environnement rationnel, la probabilité associée à une invasion de Taïwan par la Chine a baissé. Parce Oui, que, c'est ça. voilà, parce que désormais, le risque est peut-être un peu plus matériel que ce qu'il était par le passé. Le problème, c'est est-ce qu'on évolue dans un environnement rationnel? Est-ce que M. Poutine était rationnel quand il a décidé d'envahir l'Ukraine? Est-ce que M. Jinping sera ou serait rationnel s'il décidait d'investir Taïwan? Ouais. Ça, pour le coup, on n'en sait rien et il n'y a Ça, on ne sait pas. aucun moyen de le probabiliser. Donc la seule manière de faire, c'est de se dire, voilà, on construit des portefeuilles qui correspondent on va dire, à un scénario central qui nous paraît le plus probable. Mhm. Et dans ce scénario central, il n'y a pas d'invasion de Taïwan par la Chine. Mhm. Et en revanche, il faut avoir la flexibilité de pouvoir ajuster le portefeuille au cas où au cas où Bien sûr. ce risque se matérialise, exactement comme on l'a fait dans nos portefeuilles l'année dernière. Mais écoutez, très très bien, merci Henri. Alors, juste avant de vous laisser la parole, peut-être pour un dernier mot de conclusion,
pour nous dire à nos auditeurs comment justement les précautions à prendre dans ces marchés un petit peu volatiles, etc., donner quelques conseils sur leur gestion. Je vais retourner un tout petit peu sur le site de Bourse Direct, normalement vous devez voir. Et ici, parce qu'il y avait une question tout à l'heure, mais pourquoi Bourse Direct n'a pas des fonds, etc., BlackRock, mais si. Alors déjà, on en a dans notre assurance vie, on a tout un tas de fonds BlackRock, et il y en a même ici qui sont à 0% de droit d'entrée, vous voyez, donc voilà. Par contre, voilà, palmarès, ah oui, il a fallu que je me connecte, sinon vous allez directement ici sur BlackRock, voilà, et là vous avez tout un tas de lectures à faire, et puis exactement, on va aller découvrir les fonds BIMIPS dont Henri a parlé. Voilà, donc on a également une sélection d'une quinzaine de fonds 0%. Je ne peux pas vous les montrer là parce qu'il faudrait que je me reconnecte à nouveau, j'étais déconnecté. Ça fait quasiment une heure qu'on fait ce webinaire. Henri, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, quelque chose à donner comme conseil au niveau aux investisseurs qui écoutent, que ce soit en termes d'investissement, je sais pas, de prudence, de volatilité, de plein de choses? Premier conseil, je crois qu'il faut, et ça c'est conforme à ce que dit la théorie académique, il faut passer 80 ou 90% de son temps à essayer de déterminer quelle est la bonne allocation stratégique Mhm. et pas essayer de passer trop de temps sur le tactique, ce qui se passe sur les marchés d'un jour sur l'autre. On voit bien le CAC est en baisse de 3,5 aujourd'hui, Oui. il montait hier, il baissait avant-hier. Enfin bref, il y a énormément de volatilité aujourd'hui. Si on cherche à avoir raison sur des horizons courts, ça va être extrêmement compliqué. Avoir Mhm. raison sur des horizons longs, c'est beaucoup plus facile. Et pour cela, il suffit, et je mets des guillemets, hein, il suffit de s'appuyer sur finalement une analyse fondamentale, une analyse Mhm. macroéconomique qui est réalisée par des experts. Et je pense que vous pouvez y avoir accès. De toute façon, l'analyse macroéconomique de BlackRock, si ça vous intéresse, si ça intéresse vos éditeurs, elle est accessible directement sur le site de BlackRock en libre accès. Et le deuxième point, et je crois que c'est très important dans l'environnement volatile dans lequel on opère aujourd'hui, c'est l'investissement régulier, c'est-à-dire avoir une discipline d'investissement régulière qui permet progressivement de constituer l'épargne Programmé, quoi, en fait, hein. programmée, exactement, ce qu'on appelle les versements programmés, les versements C'est libres ça. programmés. Ça, Lycée. c'est central, c'est très important parce que quand vous avez des environnements qui sont très volatiles, les prix peuvent être constamment trop haut ou trop bas. Et en fait, le juste prix, quelque part entre les deux. Mhm. Si vous essayez d'avoir le point bas, vous l'aurez jamais. Donc, si vous investissez régulièrement, vous allez tantôt investir au-dessus, tantôt investir au-dessous, mais en moyenne, vous allez vous rapprocher du juste prix. Et ceux qui ont fait ça l'année dernière, quand on regarde les portefeuilles, on a un certain nombre de clients chez BlackRock qui le font, on constate que dans une année qui est très difficile, hein, c'est une année exceptionnelle, vous Mhm. divisez votre performance négative par deux en investissant Mhm. régulièrement. Tout simplement parce que vous faites la moyenne des prix de marché sur l'ensemble de l'année et au lieu de Bien faire sûr. moins 10 ou moins 15, vous faites moins 5 ou moins 6. Donc c'est un outil extrêmement puissant pour se rapprocher du juste prix et pour lisser la volatilité des marchés. Et donc ça, vous voyez, on l'a pas évoqué aujourd'hui, mais c'est un deuxième message assez fort que je souhaite délivrer en conclusion. Écoutez, merci beaucoup, Henri. Donc, je rappelle Henri Chabadel, donc directeur des investissements France, Belgique, Luxembourg, BlackRock. Merci beaucoup de nous avoir éclairé un petit peu sur ce point macro 2022, les perspectives 2023. Je vois que ce webinaire a été quand même très pédagogique et c'est très, très bien. Voilà, merci à tous les auditeurs, à tout le monde qui sont venus écouter et participer à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois pour, pourquoi pas, d'autres thèmes. Merci à Ah, tous. ah non, Merci. attends, Ah, excusez-moi. Théo n'a pas dit quelles études vous avez ah faites oui, pour... très bonne question. Alors déjà, tous les chemins mènent à Rome, donc mon parcours n'est pas forcément représentatif des parcours des autres personnes qui font le même métier que moi chez BlackRock, il y en a un certain nombre. Mais Ouais. à titre d'exemple, moi je suis issu d'un parcours assez scientifique, c'est-à-dire classe préparatoire après le bac et école d'ingénieur, avant de rentrer dans le secteur de la finance, d'abord pour le découvrir dans son ensemble, hein, c'est-à-dire je travaille à la Société Générale et je passe dans différents métiers différents de cette banque, ce qui me permet de préciser mes choix, mes préférences et ensuite de décider d'évoluer vers la gestion d'actifs. Et ce n'est qu'à la fin d'un long parcours que je suis arrivé chez BlackRock. Merci Henri. Théo, je pense que c'est bon. Vous avez la réponse. À très très bientôt pour un nouveau peut-être webinaire. À très très bientôt. Merci. Merci à tous, merci Christian. Allez, au Au revoir. revoir. Au revoir, au revoir.